grand fan de slides. Je présente un petit peu l'histoire de la boîte, donc tout ça en 5 minutes, et ensuite on rentre dans le vif du sujet, donc la démonstration de l'outil. Initialement, c'est plutôt axé pour du droit des affaires. Donc à titre d'exemple, je prendrai surtout des choses un peu corpo, M&A, droit des affaires, mais ça restera quand même assez généraliste. En tout cas, la façon d'utiliser l'outil sera la même que pour les autres spécialités. Et dernière chose aussi que je voulais vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Dans tous les cas, moi, je vais faire ma démo, on va dire, pendant une trentaine de minutes, et ensuite, il nous restera une quinzaine de minutes pour toutes les questions, et donc on pourra s'en charger à ce moment-là. J'en profite aussi pour vous dire que je suis accompagnée de mon équipe qui va être là aussi pour vous aider sur toutes les questions ou s'il y a des difficultés pendant le webinaire. Donc, on a Vanessa qui est Legal Engineer chez nous, Movanoui qui s'occupe de toute la partie communication et marketing, et Elio qui est aussi juriste chez nous. Et pour ma part, donc moi, je suis la cofondatrice d'Ordali. Donc, j'ai travaillé en cabinet d'avocat également. J'étais d'abord chez Solegal, donc un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité et en corporate. Et ensuite, j'ai été chez Baker McKenzie, toujours en corporate. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a fait ce premier webinaire sur ce thème. Je m'occupe de la partie co-développement du produit au niveau juridique, de la partie commerciale et de la partie financement. Mon associé, lui, s'occupe de toute la partie tech. Et pour vous dire 2-3 mots sur un peu notre histoire avant de rentrer dans le vif du sujet, nous, on a commencé Ordali il y a 10 ans maintenant. On a été parmi les premiers à développer, et j'en parlerai tout à l'heure, des petits modèles d'IA, des modèles d'embedding. Ce sont en fait des modèles d'IA qui sont spécialisés en recherche sémantique. Et donc, nous, on a d'abord... il y a une question, est-ce que ce webinaire est adapté aux collectivités? Oui, tout à fait. On adresse aussi des collectivités, donc vous pouvez rester. Et donc, ce que je disais, oui, c'est qu'on a développé des modèles d'embedding, donc des petits modèles spécialisés en recherche sémantique. On en a d'abord fait un qui s'appelle Solon, d'ailleurs, que vous pouvez télécharger en open source, qui est spécialisé en recherche sémantique sur du français généralisé. Et ensuite, on est venu le fine-tuner juridique, et aujourd'hui, il constitue la brique principale de la tech derrière Ordali. Et je sais qu'il y a même certains cabinets d'avocats qui l'utilisent, donc la version en open source, pour eux-mêmes faire leur projet d'IA en interne. Initialement, en fait, Ordali, donc le produit ne ressemble pas à ce que vous voyez ici. C'était une sorte de chatbot assez simple. L'objectif, c'était de prouver qu'on pouvait en fait forcer un modèle d'IA générative à citer à chaque fois sa base légale, ce qui n'est pas possible à l'époque. Suite à ça, on a eu pas mal d'engouement et on a commencé à co-développer avec des cabinets d'avocats et des directions juridiques. Aujourd'hui, notre produit a 3 composantes. Une partie recherche, que ce soit dans nos sources, je vous en parlerai tout à l'heure, ou dans les sources internes du cabinet d'avocats. Ça, c'est une de nos, je dirais, particularités sur le fait que la tech est très éprouvée sur le fait d'aller rechercher dans vos sources internes. L'objectif, c'est de vous aider à structurer cette donnée juridique, cette connaissance que vous accumulez depuis des années et des années et qui n'est pas toujours structurée. Et donc, nous, avec ces modèles, on vient vous aider à un peu revaloriser ce savoir-faire juridique. On a une deuxième composante qui est la partie analyse. La partie analyse, ça va être beaucoup de cas d'usage autour de l'extraction et de la structuration de la donnée juridique. On en parlera plus tard, mais ça va être des audits, par exemple, de l'analyse de contrat de manière plus générale. Et enfin, de la rédaction. Et voilà, donc ça c'est sur la partie produit. En juin 2025, on a eu la chance de lever 2 millions d'euros pour justement accélérer sur cette partie tech et aussi recruter cette équipe qui m'entoure. On a été longtemps 2, aujourd'hui on est 17 dans l'entreprise, donc ça grandit assez vite. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à la démo du produit.
normalement, vous voyez tous mon écran. Et donc, en fait, nous, on est façonné de la manière suivante. Sur la gauche, vous avez toute la partie documents. La partie de documents, ça va être votre espace, donc tous les documents que vous importez sur Ordali. Ici, hop, vous avez la possibilité d'importer vos documents, de les anonymiser, etc. Et aussi, vous avez la possibilité de connecter votre boîte mail, par exemple votre Outlook, votre Gmail. J'imagine que pour vous, c'est surtout Outlook. Ce qui est important, en tout cas chez nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est tout l'aspect interopérabilité. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de rajouter un énième outil IA, c'est vraiment qu'il puisse s'intégrer de manière fluide à vos process de travail en interne et vos autres outils pour qu'ils puissent cohabiter avec. Donc voilà, vous avez Outlook, SharePoint, etc. Je passe rapidement là-dessus. L'objectif, c'est qu'on rentre directement sur cette partie-là. Donc nous, on va être divisé en deux parties. Cette partie assistant. Donc cette partie assistant, c'est souvent... il y en a qui ne voient pas mon écran. Moi aussi. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas le partage non plus. Je viens de l'ajouter l'écran principal. Bon, on vient de le rajouter. Si, ok. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que nous, on est divisé en deux parties. Cette partie assistant, on va y passer un petit temps. En général, on a assez l'habitude d'utiliser ce genre de choses. Ça ressemble à une IA générative. C'est très flexible. Il faut prompter. Nous, ça va couvrir nos trois composantes. Donc, vous allez pouvoir faire des recherches, faire de l'analyse et faire de la rédaction. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les workflows. Donc, les workflows, ce sont des chaînes d'agents IA qui ont été entraînées et spécialisées sur des cas d'usage spécifiques. L'objectif des workflows, il y en a deux. Le premier, c'est de nous permettre d'aller sur des cas d'usage plus complexes. Et le deuxième, c'est de permettre à l'utilisateur de ne pas être tributaire du prompt. C'est-à-dire que sur la partie assistant, l'avantage, c'est que c'est très flexible, vous pouvez faire beaucoup de choses. L'inconvénient, que ce soit chez nous ou partout ailleurs, c'est de prompter. Et à titre personnel, moi, je ne suis pas une grande fan du prompt. Donc, on a développé cette seconde option, donc les workflows aussi, qui vous permettent de, si on prend celui-ci, vous sélectionnez vos documents et tout l'aspect prompting est également géré de notre côté. Là, pour le moment, on va commencer simple. On va commencer sur la recherche juridique par l'assistant et ensuite, on viendra au workflow. Donc, la recherche juridique, c'est simple. Vous mettez votre prompt et vous lancez votre requête. En attendant que ça charge, moi, ce que je vous propose, c'est un petit point sur la tech qu'il y a derrière. En fait, on a deux types d'IA. On va avoir donc ces fameux modèles d'embedding dont je parlais tout à l'heure, qui sont nos petits modèles d'IA propriétaires qui, eux, vont être chargés d'aller récupérer la donnée pertinente, que ce soit dans nos sources à nous ou, par exemple, dans les sources de votre cabinet, etc., pour répondre à la question. Et ensuite, bon, je la fais simple, mais il y a tout un travail d'orchestration des modèles et on va avoir plusieurs grands modèles de langue, donc ces fameuses IA génératives qui, elles, arrivent dans un deuxième temps pour deux choses, le raisonnement et la restitution de la réponse. Donc, en fait, on va avoir deux types d'IA. On n'a pas que l'IA générative, parce que l'IA générative, c'est quand même un modèle probabilistique. Donc, ce sont des modèles qui vont vouloir mettre des mots bout à bout sans vérifier la véracité de ce qu'ils racontent. On ne peut pas reposer que sur l'IA générative. Donc, on a deux types d'IA. Cette IA analytique, nos modèles propriétaires, et l'IA générative. Et ça permet de contrer l'effet d'hallucination. L'hallucination, je ne sais pas quel est le niveau là-dessus, mais c'est quand l'IA invente, en fait. Et donc, on va brider ces grands modèles de langue à chaque fois citer la base légale. Et récemment, on a aussi intégré ce qu'on appelle un système d'autocorrection de l'IA, c'est-à-dire qu'on est venu entraîner nos modèles et changer l'architecture de nos modèles
pour faire en sorte que l'IA se remette en question son raisonnement et refasse plusieurs passages pour améliorer l'exhaustivité de la réponse. Donc, en gros, on a une IA qui se remet en question constamment. On va attendre un petit peu. En attendant que ça charge, je vais vous montrer les sources sur lesquelles on s'appuie. Et d'ailleurs, comme ça me permet de vous montrer que je peux sortir de mon écran et vous voyez que ici, ça continue de tourner. En termes de sources, nous, on va avoir tout ce qui est source française, que vous voyez ici, que vous pouvez actionner ou ne pas actionner, source européenne et source luxembourgeoise, allez savoir pourquoi. Là-dessus, on va avoir tout ce qui est évidemment open data. Donc, on travaille avec Cour de cassation, Conseil d'État, Légifrance. On intègre aussi de plus en plus ce que moi j'appelle de la doctrine publique. Et cette doctrine publique, c'est tout ce qui va être CNIL, AMF, BOFIP, etc. On a fait le choix de ne pas indexer tout Google, c'est-à-dire des sites juridiques ou des blogs d'avocats pour des raisons de fraîcheur et de fiabilité de la donnée. En revanche, on vous permet, et je vous montrerai tout à l'heure, d'ajouter des sites Internet. Donc ici, par exemple, vous ajoutez le site que vous souhaitez ajouter. Je n'ai pas pris un bon URL, mais ici, vous pouvez mettre votre site. Et ensuite, Ordalie ira piocher sur ces sites en question, donc de la donnée publique, pour affiner les réponses quand elle a besoin. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle des packs de sources. Donc, nous, on est classé par spécialité. Si je prends, par exemple, propriété intellectuelle, vous allez retrouver tout ce qui est WIPO, INPI, toutes ces sources européennes et françaises et tous ces sites. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de les ajouter également. Et donc, si je reviens à mon... Voilà, pardon. À ma question, voilà, on a vu qu'elle était encore en train de réfléchir pendant que je vous montrais les sources. Et là, l'idée, c'est que, évidemment, vous avez une restitution de la réponse et tout ce qui est code, article, jurisprudence va évidemment s'afficher et vous pourrez ensuite les consulter. On peut même cliquer dessus et là, vous retrouvez le texte intégral de la jurisprudence et ici, vous aurez une petite fiche de synthèse qui va s'afficher avec la portée de l'arrêt, la décision, les faits, la procédure, pour vous permettre d'aller voir un peu plus en profondeur les sources citées par Ordalie. Vous pouvez bien évidemment ensuite y accéder sur Légifrance. Pareil ici pour les articles, sachant que vous avez à chaque fois la possibilité de voir quand cet article a été modifié et quelles sont les différentes versions. Enfin, pour terminer sur cette partie recherche, c'est conversationnel. Donc, si vous avez besoin de spécifications sur un point en particulier, vous pouvez tout à fait reposer une question sans avoir besoin de redonner le contexte à chaque fois. J'espère que c'est clair déjà sur toute cette partie. Là, on commence facile. Ensuite, si je vous montre autre chose, est-ce qu'il y a toujours la vue de mon écran? Ok. Bon. Ensuite, si on va un peu plus loin dans les cas d'usage, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi avoir la possibilité d'aller rechercher dans ses propres documents, dans tout le knowledge interne de son cabinet ou de son entreprise. Ça me permet d'ailleurs de faire un tout petit point sécurité, confidentialité des données. Je pense que ce ne sera pas du luxe. Donc, nous, on est 100% hébergés en France, chez Scaleway, qui est leur site Paris 2. Donc, tous nos serveurs sont là-bas. Toutes les données sont stockées là-bas. Et c'est un environnement cloisonné par client. Donc, on ne va pas avoir un environnement commun, c'est vraiment par client. On a en fait un environnement cloisonné. J'ai vu une question se poser. Oui, on peut la générer par PDF, la réponse. Et donc, si je reviens sur mon aspect sécurité, confidentialité, donc hébergement 100% français,
Pour ce qui est des grands modèles de langue, il y a 2 conditions cumulatives pour qu'on puisse travailler avec eux. La première, c'est qu'ils soient hébergés en France également. Et la deuxième, c'est qu'il n'y ait aucune rétention de log. C'est cette fameuse politique de Zero Day Retention. Donc, en gros, les données qui transitent via ces prestataires-là sont cryptées et ne sont absolument pas stockées à aucun moment. Parce que chez certains, on va avoir 7 jours ou 14 jours de rétention et ça, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est sur l'aspect stockage, hébergement des données. Et ensuite, on va évidemment avoir aucun réentraînement de nos modèles sur les données utilisateurs. Et enfin, sur l'aspect cybersécurité qui est souvent un peu négligé, on a la double certification, c'est-à-dire qu'on va être certifié ISO 27001, donc que les données sont bien traitées, et SOC de type 2, que nous, nos process en interne et nos équipes sont audités chaque mois. Donc, en fait, chaque mois, on fait des simulations de cyberattaques pour être bien sûr que tout est robuste de notre côté. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les données ici, en haut à droite. Voilà, le point sécurité étant terminé, je repasse sur mon assistant et j'en profite pour vous montrer cette partie orale. Donc, pour vous éviter de prompter avec vos doigts, vous pouvez en fait prompter avec votre voix. Et moi, je le conseille beaucoup parce qu'on a tendance à mettre beaucoup plus de détails avec ça. Et là, donc, ce que je vais vous montrer, c'est de la recherche dans la documentation interne. L'idée, c'est est-ce que j'ai déjà fait une recherche sur un thème en particulier? Ça peut être des recherches qualitatives comme ça. Est-ce que j'ai déjà fait une recherche sur tel ou tel terme? Et ça peut aussi être des recherches quantitatives. Combien de contrats j'ai signés après 2025? Combien de contrats avec tel client contient une clause de non-concurrence? Ce genre de choses. Ai-je déjà effectué une recherche sur la solidarité commerciale? Je n'arrive pas à retrouver ce document. Bon, ceux qui sont en open space, je suis désolée pour vous, peut-être que c'est pas forcément le meilleur outil à avoir de le faire à l'oral, mais c'est assez pratique quand même. Et donc là, l'IA ne va pas se contenter d'aller chercher dans mes sources, elle va aussi aller rechercher dans tous mes documents, donc mon espace sur Ordali, mais également l'espace, par exemple, je ne sais pas, SharePoint, on a des clients qui sont sur Cib, enfin qui ont GED, on en a d'autres qui sont carrément on-premise, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc on peut vraiment se connecter au GED, SharePoint, OneDrive, Dropbox, ce genre de choses. Et là, donc voilà, elle me retrouve, j'avais une note, et ensuite on peut aller consulter cette note. Clair pour tout le monde là-dessus? Ok, donc si on passe à la suite, j'accélère un petit peu parce que je me rends compte qu'il me reste déjà plus de temps. Si on passe à la suite, vous avez ici la possibilité de conduire des analyses. Donc là, pour rappel, on est un peu sur le côté droit des affaires. Et ici, vous avez un outil pièce jointe. Cet outil pièce jointe, il va vous permettre d'aller prendre des documents et de conduire des analyses sur ces documents. Donc, le message que vous allez faire passer, c'est à l'IA, c'est « je veux que tu te focuses que sur ces documents-là ». Et donc là, moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai un pacte d'actionnaires, j'ai un term sheet, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et je veux savoir que si les conditions reprises dans mon pacte d'actionnaires sont bien toutes dans mon term sheet. Donc, pour ça, je vais aller chercher mon term sheet. J'ai mis ici, je crois. Sinon, je vais aller chercher directement là-dedans. Voilà, hop. Mon pacte d'actionnaire et mon term sheet. Et là, l'objectif, c'est de vérifier que toutes les conditions qui sont reprises dans mon term sheet sont bien reflétées dans mon pacte d'actionnaire. Ici, j'ai vraiment dit à mon IA que je voulais avoir vraiment un focus que sur ces deux documents-là. En revanche, après, ça peut être des analyses de conformité. Et je peux lui demander d'étendre sa recherche à une analyse de conformité par rapport au droit en vigueur. Et dans ce cas-là, Ordali viendra également rechercher dans ses propres sources à elle. Et là, bon, je ne lui ai pas spécifié, mais évidemment, la restitution peut se faire sous la forme
d'un tableau que vous pouvez afficher en grand ici. Et là, je vais avoir, bon, bah, voilà, mon term sheet dit ça, mon pacte d'actionnaire, en fait, parle d'un autre montant sur la valo, et ça va être ce genre de choses. Vous pouvez l'exporter en Excel, vous pouvez le copier, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et au-dessus, vous avez aussi les deux documents que vous pouvez évidemment analyser également. Là, ensuite, vous avez un rappel des stipulations du term sheet qui sont absentes du pacte. Pareil, vous pouvez aller agrandir vos tableaux. Et enfin, bon, les points de cohérence confirmés et une synthèse de tous les risques qu'Ordalie a pu voir. Ça, sur la base de ces deux documents. Je vais accélérer là-dessus parce que je vais vous montrer autre chose. Oui, il y a une option de redlining. On en parlera tout à l'heure. Je vois dans le chat. J'avais fait aussi... Bon, bah comme ça, vous voyez l'historique. Alors, toute petite minute. Hop, ici. Là, par exemple, c'était exactement la même chose, enfin le même cas d'usage. J'avais besoin d'intégrer des pièces jointes, donc c'était pour une analyse de conformité. Donc j'avais plusieurs contrats d'application et je voulais savoir si ces contrats d'application étaient, enfin les stipulations de ces contrats d'application étaient contraires ou pas aux prévisions de mon contrat cadre. Donc j'ai mis mon contrat cadre et j'ai mis tous mes contrats d'application. Donc là, Ordalie, pareil, comme le cas précédent que je vous ai montré, est venu reprendre mon contrat cadre, la référence, et chaque contrat d'application pour me créer une comparaison de tous ces contrats-là. Sachant que sur ce genre de cas d'usage, si vous, par exemple, vous attendez un résultat précis ou une structure précise, je vous invite à le préciser dans votre prompt. Je ne sais pas si vous voulez en fait un tableau avec des colonnes spécifiques. Il faut le préciser également dans le prompt. Sinon, l'IA ne va pas le deviner toute seule. Et comme ça, vous pouvez façonner un petit peu votre prompt à votre guise. Il y a aussi, donc quand vous faites des prompts un peu longs comme ça, vous avez la possibilité d'avoir le prompt studio. Et ça me permet de vous montrer notre bibliothèque de prompts. Ou, par exemple, moi, la dernière fois, c'était sur un cas dont j'avais une politique contractuelle interne et on recevait beaucoup de contrats de prestataires externes. Je voulais avoir une revue de conformité de ces contrats externes par rapport à ma politique contractuelle interne. Et là, je m'étais fait, en fait, un prompt pour avoir cette revue de conformité. Et j'ai mis ici, grâce à ce bouton, ma politique contractuelle interne. Et comme ça, maintenant, à chaque fois que je veux l'utiliser, évidemment, il fallait un petit bug. Voilà, à chaque fois que je veux l'utiliser, je la retrouve ici et hop, ça me le met directement dans mon aspect assistant avec mes documents qui sont déjà pré-remplis. Je ne fais pas ici parce que ça ne fait pas partie du webinaire, mais c'était pour vous présenter le prompt studio. Si, dernière petite chose aussi, vous avez ici une fonctionnalité améliorée. Là, ça va vous mettre un système de redlining et pour vous aider à optimiser votre prompt pour une IA. C'est-à-dire que parfois, le prompt, ce n'est pas que du texte, il y a quand même tout un travail de formulation, c'est de la communication en réalité. Et donc, on va reprendre ces guidelines pour optimiser ce prompt-là. Parfois, ce n'est pas forcément toujours ce que vous souhaitez, donc vous pouvez rejeter comme accepter ce prompt-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde avant qu'on passe à la suite? OK, parfait. Je vais vous montrer le dernier cas d'usage qu'on va pouvoir faire avec l'assistant, c'est toute la partie rédaction. Mais là, bon, on est dans le cadre du droit des affaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est de la rédaction en série. Et je vais aller chercher dans mon prompt studio moi, je me suis fait quand même beaucoup de prompts, mais vous avez avec les tags, voilà, hop, je retrouve mon prompt. Et là, en fait, j'ai plusieurs investisseurs.
j'ai un template pour des bons de souscription d'action et je veux créer autant de bons de souscription d'action que je vais avoir d'investisseurs. Et j'ai un Excel avec toutes les informations de mes investisseurs, donc leur nom, leur prénom, voilà. Et ensuite, j'ai mon template. Donc, je vais aller chercher dans mes pièces jointes. Moi, j'aime bien directement aller chercher Donc, j'ai mon template et mon Excel. Je mets ces deux documents-là et ensuite, je lance mon compte. Et là, l'IA va me faire 10 documents parce que j'ai 10 investisseurs et que je vais ensuite pouvoir aller retravailler. C'est un peu ça s'apparente un peu du publi-postage, de la rédaction en série. Ça, on fera des workflows même carrément dédiés. On travaille avec des clients qui, je ne sais pas, ont pour ceux qui font du contentieux, des modèles d'assignation et ils font un peu des assignations à la chaîne. Et donc, on vient leur faire un workflow qui reprend à chaque fois leur template de documents et pour générer plein de fois le même document avec des variables qui changent. Et je vais montrer directement le résultat, comme ça ira plus vite et moi, ça me laissera le temps de vous montrer plus de choses. Ah, le prompt studio, il se trouve ici. J'ai vu une question passer. Hop, vous cliquez ici. Et pour ceux qui ont déjà des prompts, d'ailleurs, vous pouvez importer vos propres prompts. Je vais vous montrer, hop, tout de suite, le résultat. Je vous déplace. Est-ce que je me l'étais fait non. Je crois pas. Bon, bah sinon, on va les laisser finir. C'est pas grave. Hop. Bon. Elle est en train de travailler. Il y a déjà des petites questions sur le. Ah, il y a déjà des petites questions, mais on va faire ça en attendant. On a des questions sur les intégrations de différentes sources, donc Google Workspace, Cécile, Google Drive et plus globalement les connexions mail et toutes les connexions possibles sur Orwell. Oui. Alors, pour tout ce qui est Outlook, Gmail, c'est déjà disponible. Vous pouvez vous connecter directement vous-même. Et ensuite, pour tout ce qui est GED, alors il y en a certaines qui sont déjà directement intégrées sur Ordali, tout ce qui est SharePoint, Google Drive, etc. Moi, ce que je conseille quand même, c'est qu'on prévoit parfois un échange aussi avec notre équipe tech. Comme ça, on fait cette connexion proprement. Ou même si vous, de votre côté, vous avez des DSI, on aime bien les DSI, on aime bien travailler aussi avec eux. Donc ça, c'est tout à fait possible. J'ai vu aussi une question passer sur D'ailleurs, avant ça, si ce n'est pas disponible ici, vous pouvez tout à fait nous contacter et nous, on ajoute ces connexions. Donc ça, c'est tout à fait possible, même si vous ne les retrouvez pas là-dedans. Et j'ai vu passer une question sur les MCP aussi. Alors, ce n'est pas encore disponible, mais c'est l'objectif que vous ayez la possibilité de connecter. Je sais qu'il y en a qui utilisent Claude, par exemple, de connecter votre propre Claude à Ordali. Comme ça, vous pouvez en fait travailler avec les deux outils et ça sera disponible assez rapidement. OVH aussi, non? OVH, alors ça, c'est pour le stockage de données. Cécile aussi, oui. Cécile, c'est... Ah mince, s'il vous plaît. Hop. Je crois que j'ai vu ça. Voilà. Hop, c'est le résultat que vous obtenez quand vous faites de la rédaction en série. Et là, donc voilà, on retrouve mes 10 documents avec le nom de chaque investisseur et on clique dessus et ça vous ouvre notre éditeur de texte. Donc, où vous pouvez aller... Là, je retourne sur mon éditeur de texte. Évidemment, ça marche exactement comme Word. Donc, vous pouvez travailler dessus. Et ensuite, vous pouvez ou le partager si vous travaillé avec des collaborateurs avec des différents niveaux d'accès. Ou ensuite, le télécharger. Et là, on va aussi avoir une fonctionnalité d'anonymisation de documents. Donc, que ce soit une anonymisation stricte, ça va tout enlever, ou alors personnaliser. Et là, c'est si vous avez en fait envie de caviarder seulement quelques données. Et ces documents-là, vous les retrouvez dans votre espace. Et là, voilà, on voit qu'elle m'a généré mes 10 documents avec à chaque fois
à chaque fois mes données qui se sont modifiées, données fictives, hein, évidemment. Donc ça, c'est sur la rédaction en série, sachant que vous avez aussi les workflows avec des workflows de rédaction au contrat. Donc là, c'est plutôt axé contrat. Moi, à titre personnel, je préfère utiliser la partie assistant pour la rédaction. Je trouve que c'est un peu plus flexible, mais bon, chacun fait comme il veut. Avant de terminer, je vous montre quand même deux autres choses. Toute la partie analyse multi-documents. Analyse multi-documents, c'est pour des audits et pour des due diligence. Donc, c'est quand vous avez un pool de documents et que vous avez de l'information ciblée à aller chercher dans plusieurs documents à la fois. Souvent, par exemple, dans des rachats d'entreprises ou des choses comme ça. Donc, moi, je vais aller chercher mes documents. Ici, je m'étais fait mon pool. Bon, ici, j'en ai mis 10, hein, mais évidemment, vous pouvez en mettre bien plus que ça. Et là, vous allez chercher vos prompts. Vous avez ici une suggestion de questions que l'IA va vous faire automatiquement. Mais sinon, vous voyez, on se retrouve dans la bibliothèque de prompts. Et moi, je m'étais fait mes questions. Je ne sais plus où je les avais mises. Ah oui, c'était celle-là. Hop, j'avais mes questions. Je prends toutes mes questions. Ça peut évidemment être des questions très simples. Quel est l'objet du contrat? Ça peut être des questions fermées. Est-ce qu'il existe tel ou tel type de clause dans mon contrat? Et ça peut aussi être des questions beaucoup plus ouvertes. Est-ce que tel ou tel process est facilement correctement décrit dans mes contrats ou dans mes documents? Ce n'est pas forcément que des contrats. Et là, donc voilà, ça va vous faire un énorme tableau avec toutes ces informations automatiques. Et le temps que ça charge, je vous montre la suite. Vous avez ici des petits carreaux. Vous pouvez cliquer dessus et ça va vous donner une réponse compacte. Et ensuite, la réponse beaucoup plus détaillée. Et vous retrouvez l'IA qui vient en fait vous reciter le document en question. Et normalement, ça vous amène sur l'endroit sur lequel l'IA s'est fondée pour répondre à la question. Et un petit peu. Mais voilà, c'est l'idée à chaque fois. Donc, ça vous permet de faire des audits, ça vous permet de faire du due deal, évidemment. Ça vous permet, je sais qu'on a des clients en droit immobilier qui font des comparaisons de baux commerciaux ou même en contentieux avec des jeux de conclusion pour aller chercher de l'information dans plusieurs documents à la fois. Et ensuite, vous exportez ça en Excel et voilà. Il y avait une... non, pas de question. OK. J'accélère. Sur ces workflows aussi, on va avoir un que moi j'aime beaucoup, c'est le contrôle de cohérence. Le contrôle de cohérence, c'est simple, l'objectif c'est pareil. Vous allez rechercher votre document et ensuite vous lancez votre workflow. Là, je vous donne le résultat directement, sinon on n'aura pas le temps. Je vais aller chercher dans mes dossiers et là, j'avais fait l'exercice, donc j'avais un contrat de financement, j'ai fait tourner ce workflow de contrôle de cohérence, et en fait, l'objectif de ce workflow, c'est de la relecture. C'est de la relecture, et surtout, c'est d'aller vérifier la cohérence du contrat et des clauses du contrat entre elles. Est-ce que le contrat a une bonne harmonie? Est-ce qu'il n'y a pas des clauses qui viennent se contredire ou des choses comme ça? Ça va aussi venir rechercher, donc, si toutes les majuscules des contrats, enfin, des mots définis sont bien toutes mises au bon endroit. Ça vient évidemment venir checker la numérotation des articles. Là, moi, je suis sur un contrat de financement, donc ça vient à chaque fois modifier, enfin, pas modifier, mais vérifier les calculs. Les articles, là on a des échéanciers pareils, et ensuite tous les renvois, tout ce qui est renvoi, parfois ça renvoie à un article et c'est pas le bon article. Moi la dernière fois j'avais un contrat cadre et des annexes, et l'IA était capable de me dire que ce qui était dit dans mon annexe n'était pas bon par rapport à mon contrat cadre. Donc voilà, ça vient aussi faire des petits commentaires, et à chaque fois les modifications se font en markup et vous avez la possibilité de les accepter ou de les refuser. Hop. Voilà.
Ça, c'est sur le contrôle de cohérence. Je suis désolée, je vais assez vite pour vous permettre ensuite de poser vos questions à la fin. Est-ce que j'ai d'autres choses? Oui, j'ai une toute dernière chose à vous montrer. Ça, c'est vraiment très corporate pour le coup. C'est tout l'aspect schéma. Ce workflow-là, schéma de structure corporative, c'est dans le cadre où vous avez un groupe de sociétés ou dans le rachat d'un groupe de sociétés et vous souhaitez avoir visuellement une représentation des prises de participation dans un groupe de sociétés et en fait d'avoir un schéma de tout le groupe de sociétés. Et là, donc j'ai mis un document, ça peut être un pacte d'associés, ça peut être une table de capitalisation, par exemple. Et ensuite, donc l'IA, Ordalie, viendra extraire chaque acteur qu'il y a dans mon document, viendra faire des relations consolidées. Et ensuite, voilà, vous allez avoir un diagramme avec les prises de participation à chaque fois, le nom de chaque entreprise. Et ça, vous pouvez l'exporter en PNG, en SVG et en PowerPoint. Le PowerPoint arrivera bientôt chez Ordalie également. Et ça, c'est vraiment un workflow qui est utilisé dans la partie très corporate M&A / droit des affaires plus classique. On arrive au bout de mon côté. J'aurai évidemment plein d'autres choses à vous montrer. On aura l'occasion de refaire un autre webinaire sur toute une partie contentieux, des choses comme ça. J'ai un petit peu dépassé. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions ou alors s'il y a déjà des questions dans le chat. J'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup. On avait un peu répertorié les questions qui nous semblaient les plus pertinentes. On en a vu notamment sur la connexion aux bases de données juridiques, notamment Dalos, Lexis. Peut-être ça peut intéresser. Oui, tout à fait. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut connecter Ordalie à des bases de données juridiques type Dalos ou Lexis? Malheureusement, non. On ne peut pas le faire. C'est de la donnée propriétaire. Donc, même si vous avez un abonnement, nous, on est capable d'aller ressortir un titre de doctrine. Mais en revanche, donc, si vous connectez votre site à Ordalie, mais par contre, le contenu, il faudra aller le voir chez eux. Donc, malheureusement, ce n'est pas possible. On avait aussi une question concernant le domaine juridique sur lequel Ordalie pouvait travailler, notamment en droit immobilier ou pour les collectivités territoriales, sur le côté large des sources d'Ordalie. Alors, surtout, en droit immobilier. Oui, tout à fait. Nous, on a déjà plein de clients sur l'aspect droit immobilier, collectivité territoriale, collectivité publique. Donc, en fait, en termes de spécialité juridique, on va vraiment couvrir toutes les spécialités juridiques. On a tous les codes là-dessus. S'il y a certaines informations, par exemple, qu'on pourrait ne pas avoir, je pense par exemple, là, on est en train d'intégrer encore les autorités administratives indépendantes, donc des sites institutionnels. N'hésitez pas à nous en faire part et nous, on pourra les intégrer par défaut également dans Ordalie. Une petite question sur la version anglaise. Est-ce qu'elle est aussi performante? Oui. Alors, on a une version française, une version anglaise, une version portugaise aussi maintenant. Et là-dessus, oui, tout à fait. Il y a aussi un workflow de traduction que je n'ai pas montré si besoin. Il y avait une question également, Léa, sur le nombre de documents, la limite de documents dans le projet, quand on ajoute des documents, où ça semble être limité à 30 documents. Donc, qu'est-ce qu'il y en a là-dessus? En fait, il y a plusieurs limites. Donc, sur les projets, la limite de documents, je crois qu'il y a une limite à une 50aine, mais par contre, ça, ce sont des limites qu'on peut nous augmenter très facilement et très rapidement. Donc, il suffit de nous le dire et on peut le faire tout à fait. Et même pareil pour le workflow analyse multi-documents. Aujourd'hui, c'est à une centaine de documents, mais on peut largement élargir la capacité sur demande. Une question sur le fonctionnement d'Ordalie par rapport au PDF, le fait qu'on arrive à scinder les PDF, les fusionner et travailler directement avec l'assistance. Alors oui, on peut scinder des PDF si besoin. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la... En fait, on nous demande si on a une outil de réorganisation de PDF qui est possible. Et de toute façon, ils s'intègrent directement pour pouvoir, par exemple, fusionner deux pièces ou oui, ça, vous pouvez tout à fait le faire.
L'objectif ensuite, oui, ça vous pouvez tout à fait scinder plusieurs PDF, scinder plusieurs pièces. On le traite déjà avec la partie assistant. L'objectif à terme, en plus de cette possibilité-là, c'est de créer une automatisation de bordereau de pièces. Donc, ça vous fera aussi ce travail de scinder toutes ces pièces. Il y avait une question qui est plus une précision, mais quand on fait une analyse multi-documents, est-ce qu'on peut également inclure des emails, des informations extraites d'emails? Oui, tout à fait. Vous pouvez, donc, dans l'analyse multi-documents, vous pouvez insérer des emails également. J'émets juste une petite réserve sur le format, puisque il faut voir avec des emails, mais ici, normalement, si vous êtes connecté en fait à votre Outlook, vous pouvez directement aller sélectionner vos emails. Une question aussi sur la confidentialité des données qui était au début du webinaire. Oui. Est-ce qu'on avait à quel point on garantissait la confidentialité des données utilisateurs? Oui, je peux reparler de ça. Donc, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais au niveau conformité, confidentialité, sécurité, donc nous, on est complètement hébergé en France, donc chez l'acteur Scaleway, sur leur site Paris 2. Tous nos serveurs sont cloisonnés et c'est un environnement cloisonné par client. En plus de ça, il n'y a aucun réentraînement de nos modèles sur les données utilisateurs. Et donc, pour la partie grand modèle de langue, il faut qu'eux aussi soient hébergés en France et qu'il n'y ait aucune rétention de log, donc que les données soient cryptées et qu'il n'y ait aucun stockage des données. Et sur la partie cybersécurité, donc on a la double certification ISO 27001 et SOC 2 type 2. Il y avait une question également sur la différence entre l'espace et les projets, sur le fait que tout soit, on va dire, en vrac dans l'espace. Est-ce que c'est possible de créer des projets pour scinder les pièces et différents documents? Oui, alors la question c'était est-ce qu'il est possible de créer des projets? Donc il y a deux types d'espaces. Je vais revenir, très bonne question, je vais revenir là-dessus. Donc en fait, vous avez deux types d'espaces. Vous avez ici votre espace où il y a un peu tous vos documents en vrac, où vous importez vos documents. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez, là si je prends un document, vous pouvez l'anonymiser aussi à l'entrée si besoin, et vous pouvez directement ici l'assigner à un projet. Donc cet espace-là, c'est tous vos documents en vrac. Et ensuite, ici, vous avez la possibilité de créer des projets. Et donc, là, par exemple, moi, si je prends ces deux-là, je vais mettre le tag Léa, le nouveau tag Léa, hop, et lui aussi. Et ensuite, sur la gauche, je vais retrouver mon projet. On retrouve mon projet Léa et je vais avoir mes deux documents. Et ici, à partir de là, je vais avoir en bas la possibilité de retrouver toutes les conversations, toutes les actions que j'ai menées sur ces documents-là. Et si besoin également, de faire résonner l'IA que sur la base de ces documents-là. Là, par exemple, j'avais un dossier avec plusieurs documents. J'ai en bas le récapitulatif de toutes les actions que j'ai menées sur ce dossier-là. Et ensuite, je peux aussi demander, faire marcher l'assistant ou les workflows sur la base que de ces documents-là. On avait eu une question au début aussi sur l'intégration et la connexion avec Word ou Google Sheet et comment fonctionnait Ordali par rapport au format Word. Oui, alors nous, on est 100% compatible avec Word. Alors, on a développé notre propre éditeur de texte qui est 100% compatible avec Word, mais ça nous permet de ne pas être tributaire de Microsoft et d'avoir notre propre éditeur et surtout de ne pas être plafonné en termes de fonctionnalité IA. Et donc là, c'est vraiment, comme je dis, c'est 100% compatible. Donc, si par exemple, vous avez un Word ou un Google Sheets ou un, je ne sais plus comment on dit, la Google, mais vous l'intégrez, vous l'importez sur Ordali. S'il y a des markups, s'il y a des commentaires, tout ça est conservé sur Ordali. Et la mise en page aussi sera conservée. Vous aurez d'ailleurs bientôt la possibilité, quand vous téléchargez un document, de mettre vos propres templates avec vos propres logos et Ordali sera capable de les exporter avec votre en-tête. C'est une question justement sur la conservation des en-têtes. Ça arrive bientôt.
On avait aussi une question sur le fait de pouvoir tenir compte des discussions le fait peut-être de pouvoir enregistrer les discussions dans un contexte particulier pour garder les réponses d'Ordalie pour les garder pour un autre travail par la suite. Donc peut-être qu'on peut garder en fait, des discussions dans un projet aussi. Ah oui, d'accord. Donc dans le cadre où si je reviens par exemple à ce que j'ai fait tout à l'heure, si je reprends la question, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est est-ce qu'on peut, quand on fait une recherche, on peut ensuite, là par exemple, j'avais fait une question, hop, est-ce qu'on peut ensuite la sauvegarder pour la mettre dans un projet? Oui, tout à fait. Vous pouvez ensuite, dans tous les cas, l'exporter, etc. Et après, vous pouvez les sauvegarder pour les retrouver dans ces projets ici. Et en fait, ça, vous le faites via l'historique où j'étais ici, je le déplace, j'étais ici, et là, vous avez la possibilité, pareil, de remettre des projets. Et si je remets mon nouveau projet Léa, je retourne ici et on va voir que voilà, j'ai ma conversation qui s'enregistre ici, dans ce projet. On avait également une question pour savoir si on peut faire des sous-documents dans les projets, enfin des sous-projets dans les projets pour encore mieux classer chaque élément. Ah, alors la question c'est, pour ceux qui n'ont pas entendu, est-ce qu'on peut faire des sous-projets dans les projets? Alors, ça marche, ça, il y a la possibilité de le faire si, par exemple, vous mettez deux tags, deux projets. C'est-à-dire, si je prends celui-ci, par exemple, là, elle a un tag Léa et elle a un tag webinaire numéro 1. Et donc, celle-ci, je vais la retrouver dans mon projet Léa et je vais la retrouver aussi dans mon projet ici, webinaire numéro 1. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire des sous-projets, je dirais, mais par contre, vous avez la possibilité de les mettre dans plusieurs projets à la fois si besoin pour un petit peu mieux les classer. On avait peut-être une question aussi sur le fonctionnement des modèles tarifaires d'Ordalie. Est-ce que c'était plutôt au forfait? Est-ce que c'était plutôt à la consommation complète? Alors, pour le moment, c'est au forfait. Donc, nous, on a trois offres. On a une offre à 69 € par mois par utilisateur, une offre à 99 € qui vous permet de faire toutes ces connexions, et une offre à 129 € qui intègre un nouveau produit que je ne vous ai pas montré là. Donc ça, pour le moment, c'est par abonnement. Plus tard, on intégrera peut-être une tarification à l'usage, puisqu'on observe que de plus en plus de nos utilisateurs consomment tout leur quota. Donc, ce sera possible à terme. Et on me demande aussi si on pourra revoir la séance et accéder au replay. Donc ça... Oui, bien sûr, il y a un replay qui sera fait, oui. Il y avait une question également sur savoir si Ordali peut générer des projets de réponse d'email un peu automatiquement pour répondre à des emails qui arrivent sur des boîtes Outlook. Alors, vous pouvez. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut générer les projets d'email avec Ordali? La réponse est oui, tout à fait. En revanche, vous pouvez. Vous devez travailler d'abord sur Ordali et après vous copiez-collez votre réponse, vous la mettez sur le mail. Ordali viendra pas en fait interagir directement sur votre boîte mail. On va avoir une dernière question aussi sur donc on a dit que l'assistant était quand même flexible, mais par exemple pour rédiger un contrat, est-ce qu'on peut passer plutôt par l'assistant ou par la rédaction de contrat? Et à quel point les outils sont complémentaires? Pour rédiger un contrat, via un workflow ou via l'assistant, oui. Vous pouvez faire les deux. Pour un contrat, vous pouvez faire les deux. Donc, il y a un workflow rédaction de contrat. À titre personnel, moi, je préfère passer par l'assistant parce que on a la possibilité ensuite. Je sais pas. Pour le coup, c'est très personnel. Je préfère le faire par l'assistant parce que je trouve que c'est plus flexible pour la rédaction. Mais voilà, les deux sont en termes de qualité sont équivalents. Après, c'est un choix très personnel. Par contre, ça est valable que pour les contrats. Pour tout ce qui est haut type de document, je vous conseille de passer par l'assistant. Donc, notamment pour les requêtes. Quelqu'un demande. Je crois qu'on a commencé à faire le tour des questions. Bon, de toute manière, on a déjà dépassé. On ne voudrait pas abuser plus de votre temps. Dans tous les cas, nous, on revient aussi par mail pour
puisqu'il y aura le replay et puisqu'on a aussi d'autres petites surprises. Je ne sais pas, Mélanie, si tu veux dire un truc. Oui, bien sûr. Oui, donc je vous invite dans les prochains jours à vérifier vos mails. On vous enverra des liens complémentaires pour le replay de ce webinaire, peut-être éventuellement une FAQ pour avoir les questions à l'écrit. Aussi quelques playlists si vous voulez découvrir plus avec des tutoriels pour les workflows. Et aussi, on est content de vous annoncer en exclusivité qu'on va ouvrir une communauté sur WhatsApp. Voilà, pour échanger sur des sujets, des actualités, des annonces. Et donc, il y aura le lien d'inscription pour ce WhatsApp dans le mail voilà, auquel vous serez conviés en premier. Et je vois qu'entre-temps, il y a eu une toute petite deux questions. Alors, oui, on peut, dans le workflow inventaire de pièces, on peut modifier les colonnes. Et oui, Ordali et Tomoro fonctionnent ensemble et on a aussi un connecteur via Tomoro. Et je crois qu'il y avait une main levée. C'était un au revoir. Ah, c'était un au revoir. Et oui, il y a toujours l'offre du Barreau de Paris jusqu'au 30 juin. Donc, ça se rapproche. Et oui. Et une veille automatisation. Oui, une veille. Vous pouvez automatiser la veille également. Vous pouvez mettre des sites ou même via des mails. Ça, on le développe. On développera un workflow dédié à ça également. Mais là, pour le moment, vous pouvez le faire via l'assistant. Ça marche très bien. On a des très bons retours là-dessus. Oui. Et je vous invite à enregistrer votre prompt dans la bibliothèque de prompt pour le réutiliser sur ce cas. Et il y avait une dernière question, savoir si l'outil allait être connecté à Slack pour générer des réponses un peu automatiques pour les opérationnels en interne. C'est une excellente question. Donc, est-ce que l'outil va être connecté à Slack ou Teams ou des choses comme ça? Alors, ce n'est pas encore le cas actuellement, mais on y réfléchit. On a déjà eu la demande. Et donc ça, oui, c'est sur notre roadmap, le court terme. Des questions sur le droit de la commande publique, oui. Les achats publics. Donc, droit de la commande publique, on a des clients qui travaillent avec nous sur ces sujets-là. Donc, ce sont des spécialités qu'on gère également. En tout cas, dans tous les cas, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui viennent à nous écrire. Vous pouvez nous écrire directement ou alors support@ordali.com. Et dans ce cas-là, on sera tous mis en copie. Je vous remercie pour votre engouement et votre présence. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens aujourd'hui. Et on se voit peut-être bientôt pour un autre webinaire sur d'autres thèmes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.